Bonjour et bienvenue à l'atelier Quel réseau pour l'insertion professionnelle dans les universités. Alors je vous présente les gens qui ont bien voulu et qui ont accepté gentiment de participer à cet atelier. Tout d'abord Christiane Aurin qui est responsable du service offre de formation et insertion professionnelle de l'Université Paris-Descartes. Ensuite, Michel Naud, qui est le coordinateur du projet Réseau Pro. Et enfin, Monsieur Everett Hutt, qui est président de l'association des anciens de Yale en France. Donc, ce que je vais demander à nos intervenants ici présents, c'est de faire une petite présentation de leurs différents projets et ou associations. Et ensuite, ce que j'aimerais, c'est que vous n'hésitiez pas à intervenir, alors soit pendant leur intervention si vous avez des questions, soit plutôt à la fin pour arriver à dégager une problématique commune et puis surtout entamer un dialogue. Alors, le but de l'opération, c'est de réfléchir sur la notion de réseau. Alors, pas réseau dans l'absolu, réseau évidemment pour l'insertion professionnelle dans les universités, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette notion de réseau, en fonction de la personne, en fonction de l'institution, il peut y avoir des postures différentes et une vision différente. Donc la première chose que je vais faire, c'est passer la parole à Michel, qui va nous parler... Pardon ? Oui. Oui, effectivement. On avait une troisième intervenante qui était Madame Muriel Henry et qui devait présenter le projet Ublink de l'Université de Bourgogne et qui malheureusement a dû se décommander. Donc voilà. Donc je passe la parole à Michel qui va nous présenter le projet Réseau Pro. Bien, bonjour. Réseau Pro est une initiative de 3 établissements en 2008-2009. Une initiative issue d'un press, et cette initiative a été ensuite financée par la mairie de Paris. Le press n'a pas vu le jour, mais l'initiative, elle, a perduré et est né le projet. Ces 3 établissements qui étaient les établissements fondateurs de Réseau Pro sont Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris Descartes et Paris Diderot. La mise en exploitation de Réseau Pro a réellement débuté fin 2009, début 2010 et concerne bien sûr, comme toute plateforme d'insertion pro, une mutualisation, une fédération et nouer des liens entre les diplômés, les étudiants et les personnels. Ce sont des plateformes qui sont propres à chaque établissement. Et elles ont cet intérêt, c'est qu'elles sont toutes derrière un portail dédié aux entreprises qui permet à ces dites entreprises de déployer soit des offres de stage, des offres d'emploi ou même lier des partenariats avec les établissements, mais à partir d'un point d'entrée unique par rapport à ces 3 établissements. La volonté des 3 établissements a fait que, parallèlement à tout ce développement, l'université numérique en région a créé un groupe dédié à l'insertion professionnelle. Ce groupe a réuni l'ensemble des acteurs de l'insertion pro des établissements d'Île-de-France. Et elle a voulu porter certains projets, dont Réseau Pro, qui a été rattaché à cette université numérique, pour en faciliter le déploiement pour les établissements d'Île-de-France. Ça s'est fait bien sûr avec un modèle économique assez particulier. Suite au financement par la mairie de Paris, les nouveaux développements ont été financés à 50% par l'Université numérique Paris-Île-de-France et par les établissements, ce qui permet, dans un contexte économique difficile, d'avoir une participation en regroupant les financements que l'UNR récolte plus facilement au titre de l'ensemble des établissements.
Le deuxième point, ça a été de faciliter le déploiement dans d'autres établissements. Donc, avec un accord qui a été trouvé avec le prestataire, c'est de définir un ticket d'entrée pour les établissements d'Île-de-France pour pouvoir déployer la plateforme. Ce qui fait que les établissements ont pu profiter à un coût réduit d'une plateforme en ayant aussi le développement de leur spécificité. Ce qui est très important, c'est que le projet a pu continuer à se déployer parce que, d'une part aussi, il y a des structures projets très claires, très affirmées, avec un comité de pilotage qui regroupe les DSI pour la cohérence du système d'information, les directeurs des BAIP pour tout ce qui est évolution fonctionnelle, besoins fonctionnels exprimés par ces BAIP, et aussi par les porteurs politiques, les vice-présidents chargés de l'insertion pro, qui sont là pour affirmer les besoins, les définitions, enfin les besoins politiques de leur établissement. Et c'est cet organisme de pilotage qui a permis de faire perdurer le projet et de faire vivre et de permettre ce déploiement dans les établissements. Chaque établissement qui rentre dans le projet, bien sûr, participe à ce comité de pilotage. Derrière le comité de pilotage, bien sûr, il y a les besoins fonctionnels qui sont exprimés par un comité technique. Mais ces évolutions, cette façon d'être en mode projet qui a permis de perdurer et de déployer et d'avoir maintenant un projet qui est reconnu et qui permet de développer certains partenariats avec des entreprises du monde de l'insertion pro. Donc le point important, c'est cette fédération, cette mutualisation des établissements qui a permis ce déploiement. Et je dirais derrière cette mutualisation, c'est l'enrichissement, bien que chacun a sa propre politique, chaque établissement a sa propre politique, sa propre vision des choses, a permis quand même de respecter les besoins de chacun des établissements. La fédération, par exemple, des anciens, si on a cette problématique, est abordée de façon très très différente sur les 3 établissements. Beaucoup de travail, maintenant que l'application fonctionne bien, beaucoup d'associations à Paris 1 et à Paris 7, enfin Paris Diderot, pardon, se sont rapprochés des animateurs, puisqu'il y a un animateur ou un community manager suivant les établissements pour animer la plateforme. Les associations se sont rapprochées pour pouvoir développer leur réseau d'anciens à partir de cette plateforme. Descartes a une approche un petit peu différente. Il y aura un lien avec l'application RéseauPlo, mais sur une application qui leur est propre. Mais justement, le fait d'être rattaché à l'UNR fait aussi que l'application, elle sera interopérable avec tous les outils, puisque RéseauPro fera partie de la boîte à outils de l'UNR. Tous les outils qui seront développés par l'UNR au titre de l'insertion pro seront interopérables. Voilà, ce qui permettra de profiter d'un système d'information clair, identifié. Le système d'information est bien sûr sont propres à chaque établissement. Et les plateformes d'insertion pro sont intégrées complètement aux espaces numériques de travail des étudiants. Voilà, grosso modo, un petit peu. Si vous souhaitez voir une démonstration de l'application, Paris Descartes a un stand juste à côté. Et Sandrine sera certainement très heureuse de vous faire voir comment fonctionne l'application. Mais je pense que c'est le point fort du projet, ça a été la mutualisation des établissements. Et avec des structures projets et des porteurs politiques forts, ça a permis ce développement. Voilà. Alors, ici, on est dans une optique numérique. C'est-à-dire que c'est l'établissement qui est à l'initiative d'une aide à l'insertion professionnelle via une plateforme, un portail numérique.
Le réseau ici, il est double, c'est-à-dire que c'est un réseau, au niveau de son sens premier, un réseau qui se constitue en direction des anciens diplômés, en direction des étudiants, via cette plateforme numérique. C'est également un réseau qui se constitue entre les universités elles-mêmes. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ça va au-delà du simple rattachement administratif aux presses, puisque ce réseau, en l'occurrence, est plus destiné à avoir une vocation régionale, hein, tout en respectant les politiques de chaque établissement. Alors, comme vous l'a dit Michel, au niveau de Paris Descartes, nous on s'appuie sur Réseau Pro, mais on a décidé d'aller un peu plus loin et de voir le réseau peut-être d'une manière différente. Et là, je vais passer la parole à Christiane Aurin, qui va vous parler du projet Carnet d'anciens, qui est un projet qui a débuté il n'y a pas très longtemps, et elle va nous en toucher 2 mots. Donc. Bonjour. Donc, la question... en qualité de responsable du service offre de formation et insertion professionnelle, c'est de participer et de porter un projet, non seulement de participer à la politique de réseau professionnel dans la saisie des offres d'emploi et de stage, mais de participer à la création d'un projet qui est celui du carnet des anciens. Alors, la question a été de s'interroger sur la réintégration des anciens diplômés dans notre communauté universitaire. C'est une nécessité pour plusieurs raisons. La première raison relève évidemment de l'insertion professionnelle. Inciter nos étudiants et anciens diplômés à réseauter ensemble. Pourquoi ? Pour favoriser un processus d'intégration. Vous savez qu'aujourd'hui, le marché gris ou le marché caché, où les offres d'emploi ne sont pas visibles ou diffusées ou publiées, permettent aux étudiants de se connecter plus facilement pour pouvoir présenter, valoriser leurs compétences. La seconde raison repose sur un constat, c'est le dialogue entre le secteur économique, le monde économique, en relation avec l'université et l'entreprise, mais il s'agit d'un dialogue qui permette de réaliser une communication pour apprendre à découvrir et à présenter, valoriser une offre en lien avec les métiers, valoriser aussi ses aptitudes personnelles, et ses compétences, et afin de permettre, dans ce contexte de réseau social, de développer un véritable dialogue. Donc la question, étant donné que nous avons un système apogée qui date de 1997, la réflexion s'est portée pour développer cette communication à partir d'un réseau social et d'un lieu numérique unique qui est les carnets de Descartes. C'est l'originalité de Paris Descartes. Donc, ce réseau social a été créé, il me semble, en 2006. Il comprend 16 000 étudiants et la connexion est plus simple puisqu'elle permet à un étudiant de se connecter et de pouvoir réseauter et d'aller rechercher les anciens dans les différents réseaux sociaux. Donc voilà, nous en sommes dans une première étape. La connexion a été testée et bientôt finalisée. C'est sur une application qui a été intitulée, proposée par le SOFIP, Sandrine a animé ce projet, qui est l'application Armada. Et la deuxième étape va consister à développer un projet de communication qui devra être porté par l'Université Paris Descartes, par un appui politique important pour offrir des services à ces anciens diplômés et permettre à nos étudiants de pouvoir les retrouver. Aujourd'hui, le SOFIP anime des conférences métiers en faisant venir témoigner des anciens, des experts en ressources humaines, en opérationnel, mais cela ne suffit pas. Il faut aller au-delà pour que l'étudiant soit au cœur du système. C'est lui qui doit, non pas se vendre, mais c'est lui qui doit expliciter et présenter ce qu'il recherche pour permettre
à l'entreprise de connaître les besoins réels. Merci. Alors, effectivement, une petite précision. Descartes a la chance d'avoir un réseau social interne et nous, on a décidé de développer toute la partie conversationnelle sur ce réseau social-là. Hein. Ensuite, de faire le lien avec notre autre plateforme numérique qui est Réseau Pro. Michel, tu... Oui, juste, je suis impardonnable, je n'ai pas parlé de deux établissements qui ont rejoint le projet, qui sont l'Université Paris-Est Créteil et l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, qui rejoignent le projet et c'est en cours de déploiement. Donc je voulais quand même corriger cela. Voilà. Donc avec le projet Carnet des Anciens, l'université va avoir une dimension un petit peu proactive en direction des anciens diplômés qui sont partis et va essayer de les faire revenir au sein de la communauté universitaire pour susciter ce réseautage. Hein. Mais effectivement, comme l'a dit Christiane, on va leur proposer une offre de service pour pas que ça soit à sens unique. Parce que nous, on a besoin d'eux, mais eux, ils ont aussi peut-être besoin de nous. Donc il faut présenter quelque chose qui soit équitable, notamment quand on souhaite développer un sentiment d'appartenance de manière rétroactive, c'est quelque chose de très difficile. Il faut arriver à s'appuyer sur une offre qui soit cohérente. Donc pour l'instant, on a discuté surtout politique d'établissement, on a discuté également plateforme numérique, on a discuté un petit peu, je dirais, on a pris un peu le côté administratif sans que ce soit péjoratif de la chose. Et maintenant, je voudrais passer la parole à monsieur Everett Hutt qui nous fait la gentillesse de venir intervenir et qui, lui, est le président de l'association des anciens de Yale sur Paris. Alors, il y a un mois et demi, Christiane et moi, on a été invités à une journée qui est organisée par Yale et par l'ambassade des États-Unis. Et eux, ils nous ont présenté leur manière de voir un réseau. Et c'est là où je vais passer la parole à Everett. Et je vais lui demander d'intervenir dans deux axes. Le premier, c'est de nous donner une vision de la manière dont il a vécu ça quand il était à Yale, même si c'était il y a longtemps. Et la seconde, de nous faire part des raisons pour lesquelles il a souhaité devenir président de l'association quand il est arrivé en France et comment ça marche. Le groupe Crédit Agricole s'apprête à rencontrer les étudiants en salle 253. Bon, si vous voulez aller chez Crédit Agricole, voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Everett Hutt, comme on a été dit. Je vais peut-être, avant de parler sur les deux axes, juste vous donner un petit background d'abord sur Yale, sur son réseau mondial et en particulier sur l'association en France. Alors d'abord, comme vous pouvez entendre avec mon accent, je suis américain, je ne suis pas francophone d'origine, donc je m'excuse aussi pour des fautes éventuelles de français, surtout dans un groupe universitaire. Je suis un ancien de Yale, effectivement, j'ai eu mon diplôme en 92. Alors Yale, c'est le troisième plus ancienne université américaine, fondée en 1701, qui a à peu près 10 000 étudiants en n'importe quel moment, dont le moitié sont ce qu'on appelle undergraduate, c'est-à-dire le premier diplôme que tout le monde doit avoir aux États-Unis, c'est un bachelier, et dont l'autre moitié font soit des masters, soit des doctorats. Et donc, ça veut dire, avec les cycles et les rythmes, ça veut dire qu'il y a à peu près 2000 nouveaux anciens par an, qui partent un peu partout, soit principalement aux États-Unis, mais de plus en plus dans le monde entier. Donc, comment est-ce que Yale s'organise pour ça? La réalité, c'est que Yale elle-même s'organise très peu. Toutes les associations et les intérêts posent. L'atelier étudiant, se repérer dans la diversité des métiers industriels, va démarrer au village Un métier pour demain. C'est plutôt organisé par des anciennes elles-mêmes. Ils s'organisent autour de trois axes. D'abord par l'année de promotion. Donc moi, j'ai reçu mon diplôme en 92 et le mois de mai dernier, je suis rentré pour le 20e anniversaire de ma promo et on était environ 400 sur une promo de 1200 pour venir passer 3-4 jours ensemble. Ensuite, ils s'organisent par géographie, comme le Yale Club de France, mais aussi le Yale Club de New York, le Yale Club de Hong Kong, etc. Il y en a à peu près 200 dans le monde entier.
Il y en a aussi un troisième qui est plutôt ce qu'on appelle SIG, Special Interest Groups, ou Shared Interest Group. Ça veut dire que vous êtes ingénieur et vous voulez avoir une association de personnes un peu virtuelles dans le monde entier qui ont fait ça. Ou Yale à Hollywood, ou etc., etc. Yale dans Private Equity. Et tout ça, c'est organisé, même si c'est reconnu par le chapeau de l'université, c'est organisé par des anciennes elles-mêmes. Pour l'exemple de Yale Club de France, nous sommes officiellement en association en 1901. En France, on est organisé depuis les années 70. Je suis président, je suis réélu chaque année. C'est mon 9e mandat et je vais prendre la retraite à la fin de ce mandat. Mais on a à peu près 550 anciens en France, dont 80% habitent dans la région parisienne. Et, plus intéressant, 80% sont des Français qui ont fait une année ou plusieurs années à Yale, soit pour faire un master's, soit pour faire un doctorat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre mission? C'est réellement de tisser des liens entre des anciens de Yale qui sont en France, mais aussi de promouvoir la réputation de Yale en France, y compris en essayant d'attirer des nouveaux étudiants en France. Et je vais vous revenir sur ce sujet, parce que c'est très important quand on parle des liens. Parce que pour un ancien de Yale, ce qui est très important, c'est même les candidats qui vont se postuler à Yale sont considérés comme des futures personnes avec qui il faut construire des liens. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bon, on essaie de faire un événement par mois, et ça peut être un événement intellectuel. Par exemple, on vient d'avoir un professeur de droit à Yale qui était de passage à Paris, qui a parlé de l'impact de Fukushima sur les impacts de compensation dans des désastres naturels. Qu'est-ce que ça change? Donc, un point très technique, mais aussi très intellectuel. On fait des choses aussi sociales. On a un cocktail dans un mois, par exemple, à l'ambassade américaine, parce qu'on a la chance d'avoir un ambassadeur qui est une ancienne de Yale. Et on fait aussi du networking. On a fait, par exemple, récemment, une soirée speed networking, avec 5 autres anciennes clubs des anciennes des autres universités américaines. Donc on fait des choses grandes, on fait des choses petites, on fait des choses pour les jeunes, on fait des choses pour les personnes plus anciennes, on fait des choses pas chères, on fait des choses un peu plus chères. En gros, c'est la variété qu'on cherche. Alors, pour parler un peu des réseaux, je vais parler plutôt de mon expérience après et après de mon expérience pendant. On a 3 façons d'essayer de créer tout ce réseau. Mais je veux d'abord dire que ce réseau n'est pas simplement un moyen de trouver un boulot. Les personnes qui utilisent les réseaux à Yale pour ça sont vite un peu chassées du réseau. Parce qu'il faut avoir de réciprocité dans ce réseau. Et ce n'est pas forcément ça. C'est souvent un réseau intellectuel, c'est un réseau professionnel, c'est un réseau personnel qu'on essaie de construire. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour construire ce réseau? Déjà, par exemple, il y en a une 60aine de candidats pour le parti bachelier de Yale qui viennent de la France chaque année. Bon, nous, en tant qu'anciennes, on fait des entretiens qui font partie de leur poste de candidature. Et déjà, on construit des liens avec des futurs étudiants et des futures anciennes. Une fois qu'ils sont étudiants, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut, selon le choix des anciennes, on peut mettre son nom devant sur une liste pour faire du coaching, pour l'accueil l'été s'il vient, et éventuellement pour trouver des stages ou donner des bourses. Mais ce n'est pas l'axe prioritaire, c'est plus du conseil et de l'aide dans leur choix professionnel ou non professionnel, s'ils veulent continuer aussi avec des masters et d'autres études. Et après, bien sûr, une fois qu'ils arrivent, on a toujours un événement pour les nouveaux qui arrivent, et on donne le choix de participer comme ils veulent. Et ça, c'est très important, parce que certaines personnes, ils sortent, ils ne veulent rien faire d'activité pendant quelques années, et ensuite, ils veulent revenir actifs après quelques années, ou l'inverse. Ils veulent être très actifs, et après, pour des raisons perso ou professionnelles, ils ne peuvent plus être actifs. Le choix est complètement à chacune des personnes. Du point de vue étudiant, comment est-ce qu'on voit ça? Bon, malheureusement, j'aimerais bien dire que les étudiants comprennent qu'il y a cette réciprocité, mais ils ne comprennent pas tout de suite. Donc, je reçois, surtout en ce moment de l'année, des jolis emails qui disent « Bonjour, je suis un étudiant à Yale, je viens à Paris cet été, est-ce que vous pouvez me trouver un appartement, un permis de travail et un boulot, et d'ailleurs, je ne parle pas français. » Bon, bienvenue au vrai monde, ça ne marche pas comme ça.
Mais c'est dans un dialogue avec ça où on a dit non, on ne peut pas forcément faire tout ça, mais voilà les pistes, voilà les axes où vous pouvez travailler. Bien sûr, le moment que vous êtes là, venez nous voir, on peut prendre un café et discuter. Et c'est par cette sorte de coaching de comment ça marche le réseau que le réseau se construit. Voilà, je pense que je vais arrêter là-bas pour laisser temps aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Une question par rapport à Réseau Pro. Quel est votre taux de pénétration au niveau de vos étudiants et de vos anciens? Alors, je vais parler pour Paris 1. Nous avons actuellement près de 20 000 étudiants, c'est-à-dire 14 000 qui sont diplômés et 5 à 6 000 qui sont des nouveaux entrants, c'est-à-dire qui n'ont pas encore de licence. On a 2000 anciens identifiés, mais un potentiel d'anciens, donc de personnes à contacter ou à relancer, qui est de près de 9000 à ce jour, je crois, 9 ou 10 000. Mais indépendamment de ça, et je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit, c'est que la problématique des anciens, c'est vraiment propre aux associations et chaque établissement l'aborde de façon différente. D'abord, il y a des problématiques très différentes. Des établissements, par exemple, Panthéon-Sorbonne, c'est 45 000 étudiants. Il y a des établissements, c'est entre 10 et 15 000 étudiants. Donc la problématique n'est pas tout à fait la même. Et il y a, pour avoir cette notion d'appartenance, il y a plus une notion d'appartenance plus à son master qu'à l'établissement. Parfois plus à sa composante quand on est dans un IUT. Bon, cette problématique, c'est essayer de pouvoir répondre et de pouvoir essayer de fédérer toutes ces associations. C'est possible au sein de l'applicatif. Mais ce n'est qu'une politique. C'est que il faut vraiment qu'il y ait une volonté de l'établissement de dire qu'est-ce que j'apporte. Mes anciens, qu'est-ce que je leur apporte, qu'est-ce qu'ils m'apportent. On ne peut pas leur demander de venir sur la plateforme si aucun service n'est associé. Et il y a vraiment toute une politique qui est à mener et qui est menée de façon différente, même des fois au sein d'un même établissement. Il y a des masters qui ont vraiment une gestion de leurs anciens qui leur est propre. Et je dirais qu'on ne voit pas encore dans l'application. Mais ça, c'est propre à chaque établissement. Mais par contre, il y a des établissements comme l'UPEC qui a la même notion d'appartenance, enfin l'Université Paris-Est-Créteil, pardon, où le but affiché en prenant Réseau Pro, c'est qu'à terme, dans quelques années, il n'y ait plus cette notion d'appartenance à un diplôme, mais de l'appartenance à un établissement. Voilà, c'est donc avec des enjeux, des politiques différents qui sont menés de façon totalement différente par chaque établissement. Je crois que ce que dit Michel, la notion d'appartenance, c'est fondamental. L'intervention de... On va attendre une petite minute. Rencontre les étudiants en salle 253 à partir de 12h30. Je crois que ce qui transparaît dans l'intervention de... Ils ont un micro plus puissant que le mien. Un second atelier d'étudiants, se repérer dans la diversité des métiers de l'assurance, aura lieu à 12h30 au village Un métier pour demain. Oui, donc la notion d'appartenance, c'est fondamental. Ce qui transparaît dans le témoignage de M. Hutt, c'est qu'il y a un fort sentiment d'appartenance et que les étudiants, les anciens diplômés, se fédèrent, s'emparent de cette notion et s'identifient. En France, ce n'est pas exactement la même chose. On le sait tous ici. C'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille. Il est évident que les établissements peuvent proposer tous les outils qu'ils veulent. Si il n'y a pas de volonté individuelle de se constituer un réseau au sein des étudiants et des anciens diplômés, ça ne marchera pas. Il faut arriver à susciter le réseautage, à susciter les liens et à leur faire comprendre que le réseau, en plus d'être un point fondamental d'accès à une carrière professionnelle, ça sert aussi dans la vie de tous les jours, comme le disait Everett. Mais il n'y a pas que ça. C'est un réseau d'affinité, c'est un réseau qui se construit tout au long de sa vie et c'est long. Et ça commence dès l'université.
Une autre question? Donc bonjour, moi je fais partie de l'Université de Nice. Petite question pour Yale, c'est encore sur le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que vous faites vous concrètement en termes d'action ou de service justement pour développer ce sentiment d'appartenance? Ça c'est une question très compliquée. Je pense que ça prend du temps et je pense que c'est un peu lié la façon de système universitaire américaine qui sont vraiment sur des campus, sur le fait que la plupart des étudiants, quand ils arrivent, quand ils ont 18 ans, c'est un moment particulièrement important dans leur vie, qui vivent en campus ensemble, etc. Un peu rentrer. Ça marchait? Et en fait, c'est grâce à ça. Donc ça commence à l'université, mais ça se rénourrit aussi par le fait que des anciennes se parlent toujours à des jeunes, à des personnes qui s'intéressent, etc. Donc c'est un cercle vertueux. Il faut savoir que, par exemple, dans l'administration de Yale et surtout dans la gouvernance de Yale, il y a sur son conseil d'administration, les 2/3 sont des anciens de Yale. Donc ils se redonnent et c'est toujours cette culture de réciprocité qui est comprise. Alors ça prend des années, des décennies pour le construire, mais je peux pas pointer sur une action précise. Je suis désolé. Hein. Sur cette question de sentiment d'appartenance, bon, nous, on n'a pas de campus américain chez nous, mais en plus, le souci, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, c'est que nos étudiants, ils bougent, ils vont faire une licence quelque part, vont faire un M1 ailleurs, vont faire un M2 ailleurs. Et quel est l'étudiant qu'on garde en tant qu'ancien ou à quel niveau est-ce qu'on met dans le réseau d'anciens des personnes qui ont une licence mais qui ont fait un master ailleurs? Est-ce qu'ils vont être dans plusieurs réseaux d'anciens? Est-ce que vous avez cette problématique, vous, à Yale? Et pour les universités françaises, comment est-ce que vous abordez cette notion d'ancien? Alors pour Yale, oui, absolument, on a cette problématique, ce qu'on ne voit pas comme une problématique. Moi-même, j'ai un MBA d'une autre école et un JD qui est en maîtrise en droit d'encore une autre école. Et je suis ancienne de tous les trois, de plein droit. Et nous, en tant que Yale, on ne voit pas ça comme un concurrent. Rien n'empêche quelqu'un d'être affilié à Yale et aussi affilié à n'importe quelle autre école. D'ailleurs, il faut savoir autre chose. Hein. J'ai dit qu'il y en a 550 anciennes de Yale en France. Je dirais la moitié n'ont jamais mis des pieds dans aucun événement qu'on n'a jamais fait, n'ont jamais répondu à un email, n'ont jamais répondu à une lettre. C'est leur choix. On ne peut pas forcer des gens d'appartenir. Il ne faut pas abandonner ces gens, mais il ne faut pas être complexé par le fait que certaines personnes ne vont jamais vouloir participer. Il faut plutôt juste toujours laisser la porte ouverte pour qu'ils puissent revenir. Donc ça ne me pose aucun problème si quelqu'un fait beaucoup de choses avec, je ne sais pas quoi, Harvard ou Sciences Po, parce qu'il a un double diplôme pendant des années, et après il frappe à la porte en disant « Tiens, ça fait trop longtemps que je n'ai pas refait mes liens avec Yale, je veux participer ». La réponse est « Oui, bras ouverts », sans aucun problème. Moi, je pense qu'un étudiant qui, dès la L2, découvre des techniques au sein des dispositifs mis en place dans une université, que ce soit des dispositifs d'aide à l'insertion, des accompagnements, pour apprendre à mieux se connaître, à valoriser ses compétences et à rechercher ce qu'il aimerait faire, à quoi il est fait. Le problème, c'est en France, les étudiants choisissent une filière et au cours de cette filière, s'ils s'y sentent bien et si ils obtiennent un diplôme, non pas le fait d'obtenir le diplôme, mais le fait d'avoir fait un parcours en ayant fait du projet, en ayant fait des ateliers, ce sentiment d'appartenance peut aussi, avec l'aide de la vie associative, avec l'aide de l'engagement de la vie étudiante, peut permettre à l'étudiant d'avoir ce sentiment d'appartenance. Mais pour ceci, il faut leur permettre de connaître les services, leur apprendre non pas uniquement à recevoir, mais à donner également. Je pense qu'il y a le passeport, le diplôme, et puis aussi il y a le parcours, tout ce qu'il a vécu au sein du parcours avec les enseignants, avec la vie associative, au sein de toute la communauté. Il faut qu'il y ait des liens en synergie pour le devenir professionnel de l'étudiant.
Je pense que ça ne va pas être fait avec un dispositif, une recette toute faite. Je pense que c'est un ensemble de dispositifs et en créant des liens et une communication et une offre de service. Et puis la différence fondamentale aussi, c'est que si je prends le campus de Paris 1, c'est 26 sites disséminés dans Paris. Donc ça, c'est un gros problème déjà pour joindre ces étudiants. C'est pas les outils qui font que, mais quand vous avez une composante qui est complètement de sa licence au master, qui est dans un bâtiment complètement à l'opposé des bâtiments centraux, il y a une certaine autonomie qui se fait. Et l'appartenance est plutôt à sa composante qu'à l'établissement. Et justement, les outils que l'on propose, c'est essayer de fédérer un petit peu, puisque les associations au sein des universités, pas toutes, mais certaines associations vivent un peu au rythme de la dynamique qui est apportée par le bureau de cette association. C'est de pouvoir offrir, un historique et un vécu à ces associations parce que c'est intégré. Et il y a un travail qui se fait maintenant beaucoup. Je vois Olivier sur Paris Diderot et Caroline sur Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui anime justement tout ce réseau avec les responsables d'associations, mais c'est un véritable travail d'animation et là ça se fait. C'est pas les outils qui font, là ce sont les hommes qui font. Je voulais juste compléter ça pour mentionner une chose. C'est pas uniquement parce que on a un campus qu'on peut créer des liens. Je pense par exemple, où qu'on soit en université privée ou très haut dans les rankings, etc. Je pense à SUNY New York, qui est une université publique, City University of New York, qui est basée sur je ne sais pas combien d'endroits à Manhattan et dans la Queens, qui a traditionnellement été une université pour les émigrés quand ils y arrivaient parce que c'était pratiquement gratuit, etc. Et qui a un réseau absolument fabuleux aux États-Unis et un sens d'appartenance incroyable. Et ils ont construit tout ça, même s'ils étaient en ville de commuteurs, des personnes qui faisaient des études la nuit, etc. Donc ce n'est pas uniquement parce qu'on est sur un seul endroit, etc. Ça doit se construire différemment, mais ça peut se construire. Bonjour, je me posais la question par rapport au réseau d'anciens. Sur les universités françaises, on est plutôt sur une approche de la hiérarchie vers les étudiants, tandis qu'à Yale, vous évoquez plutôt une approche montante. Et je me demandais où ça se retrouvait, c'est-à-dire Réseau Pro, okay, c'est une plateforme mutualisée. Dans le cadre de Yale, est-ce que vous avez par exemple des annuaires ou des supports numériques qui permettent de retrouver les contacts de ceux qui justement ne donnent pas signe de vie pendant un certain temps? Alors, aux États-Unis aussi, il y a un peu tous les modèles. Hein. Ça peut être assez top-down et ça peut être complètement bottom-up. Je dirais Yale est 20%, 10% top-down. Ça veut dire Yale structure le forme. Je n'ai pas le droit de m'appeler le Yale Club de France si Yale n'a pas reconnu que je suis le représentant de Yale pour les anciens en France. Mais à part ça, ils ne nous donnent aucun argent, ils ne nous donnent aucune aide. Et en gros, si on a un problème, c'est à nous de se débrouiller, à part le fait qu'on peut envoyer un email de temps en temps à quelqu'un en disant « help ». Et c'est tout. Il y en a d'autres modèles qui sont beaucoup plus, on va dire, dirigistes, administratifs. Ça dépend un peu de l'objectif aussi de l'université. Hein, par exemple, je pense à une université américaine qui s'appelle Vanderbilt, qui est très connue aux États-Unis et pratiquement inconnue dans le monde entier. Ils ont une volonté et une politique de faire pousser leur nom dans le monde entier. Et donc, ils ont repris le contrôle sur les clubs des anciennes partout pour faire ça. Ce qui fâche beaucoup d'anciennes, parce qu'ils n'ont plus le contrôle et c'est plutôt l'objectif de l'université. Donc, il y a un juste milieu à trouver, mais je pense que c'est dans chaque université et chaque système. Je pense que, juste mon avis, parce que ça fait 15 ans que j'habite en France, c'est que pour commencer ça, il faut probablement, vu le système français, les étudiants vont plutôt attendre que c'est l'administration qui commence à faire ça, mais aussi vite possible, j'espère qu'ils vont pouvoir déléguer ça aux anciennes, parce que sinon, ça peut prendre, désolé pour le dire, un peu de côté bureaucratique, un peu plus administratif, et ça serait beaucoup plus dynamique si c'est les anciennes qui prennent le relais.
Moi, je pense que je partage complètement. Il faut que ce soit les étudiants qui se rapprochent des anciens, qui communiquent ensemble, mais il faut bien le lancement. Et comme c'était pas la culture de l'université aujourd'hui, et ça s'explique très bien, hein, quand on voit que l'université Paris-Descartes, il y a 36 000 étudiants avec des formations qui sont sur 12 sites et des formations qui vont du droit, économie, gestion au secteur de la santé, SHS, STAPS. Donc c'est quand même des secteurs différents, même s'il y a une pluridisciplinarité. Mais il faut savoir que c'est les anciens qui doivent après animer ce réseau. Mais le lancement, il faut bien un début. Et puis, il faut faire un peu le tri au milieu de tout ça, retrouver tous les diplômés, et c'est pas une chose simple. Donc c'est pour ça que l'idée d'utiliser les carnets de Descartes, qui est notre réseau social, permettra après de réseauter avec les autres réseaux sociaux et permettra de créer un annuaire des anciens. On a une problématique qui est double. Hein. Nous, en tant qu'administration, on va amorcer la pompe, entre guillemets, pour lancer quelque chose qui n'est pas réellement dans la culture universitaire française. Je ne parle pas du tout des grandes écoles. Hein. Eux, ils ont compris le truc depuis longtemps et on leur fait confiance. Mais les grandes écoles, c'est, je ne sais pas, au maximum peut-être 1000 étudiants. Hein. Paris-Descartes, Christiane vous a dit, bon, cette année on est un peu plus de 38 000, il y en a 4 000 qui rentrent chaque année et 4 000 qui sortent, hein. Pas forcément diplômés. Donc là on est sur un autre ordre de valeur avec effectivement une offre de formation qui ne permet pas de fédérer sur des mêmes bases tous les étudiants. Qu'est-ce qu'un docteur a à voir avec un sociologue ? Outre le fait qu'il est passé à Paris-Descartes. Bon, après, nous, on amorce la pompe, on lance la chose. Après, il faudra aussi peut-être voir de quelle manière nous considérons, en tant qu'université, nous considérons nos anciens diplômés. Pour l'instant, ils n'existent pas. Hein. Il va falloir qu'on développe peut-être une vision bienveillante dans leur direction. On est tout à fait prêt à s'investir dans la réciprocité, notamment au niveau de cette offre de service qu'on va développer, mais peut-être qu'il faudrait aller plus loin. C'est quelque chose qui est en discussion. Quelle est leur place au sein de la communauté universitaire ? Je veux dire, officiellement. Pour l'instant, il n'y a rien. Il faut qu'on y réfléchisse aussi à ça. Une question ? Je vais plutôt qu'une question de donner mon avis. Je suis le community manager pour Réseau Pro pour Paris Hydro. La question des anciens et la grosse différence avec Yale, c'est que nous, dans nos établissements, la réputation de nos établissements ne précède pas nos étudiants. Donc ça, c'est déjà une grosse différence. Et si on a choisi d'aborder la question des anciens au travers de l'insertion professionnelle, c'est pour nous le plus évident, parce que derrière, on sait très bien, c'est la cooptation, trouver des stages, trouver un emploi grâce à des anciens, mais c'est aussi, rapprocher le monde économique des universités au travers des anciens, parce que un diplômé, c'est le meilleur ambassadeur de sa formation une fois qu'il est sur le monde du travail, et c'est aussi les plus à même à faire évoluer les formations en interne dans les universités pour rapprocher aussi les enseignements avec le monde économique de ce point de vue-là. Donc le mouvement, il est double, et si on a choisi l'angle de l'insertion professionnelle, c'est pour ces raisons-là. Parce que c'est ce qui nous paraît le plus évident, parce que, comme on l'a dit, on n'a pas cette culture dans les universités de fédérer les anciens. Ça s'est créé spontanément dans certains diplômes, notamment des masters, mais une fois que la personne est surbookée parce qu'elle doit travailler, aussitôt ça dégonfle et des fois ça disparaît. Et donc Réseau Pro, c'est aussi le moyen, comme on l'a dit, de pérenniser ces initiatives et de pouvoir passer le flambeau. Et c'est pour ça qu'en France, ça ne s'est pas fait spontanément, et c'est pour ça que l'administration aujourd'hui
prend ce problème à bras le corps. Après, je pense que ça évoluera et qu'en effet, on espère bien que les anciens prendront le flambeau. Mais aujourd'hui, il y a aussi la question de l'encadrement. Parce que je ne sais pas comment ça se passe à Yale, mais par exemple, je sais que Harvard a quand même des problèmes entre l'école et l'association des anciens qui pratiquement est plus puissante que l'école et dicte un petit peu. C'est pas le cas à Yale, d'accord. Oui, mais juste pour répondre aussi à la question, c'est pas l'administration qui va fédérer, je dirais, c'est plutôt se présenter, enfin le rôle d'Olivier comme ceux des community managers sur Réseau Pro, c'est plutôt d'être un facilitateur, pour toutes ces associations, pour que le cycle soit initié. Donc c'est un travail proche avec eux de faciliter. Et après on passera à une autre étape. Mais pour le moment, il faut essayer de faciliter cette gestion des associations. Bernard Etliché, je suis professeur à Paris-Ouest, Nanterre-La Défense et directeur de la stratégie et de l'innovation numérique, où on est aussi depuis très peu de temps sur Réseau Pro. Je pense que tous ces problèmes-là, il faut pas oublier que l'université en France, on y rentre par défaut, sauf certaines disciplines où il n'y a rien d'autre que l'université. Partout ailleurs, on a des écoles d'ingénieurs qui, elles, savent bien faire. Donc, on y rentre par défaut. 2, on n'est pas fier d'être à l'université parce qu'on y est rentré par défaut, quelle que soit la qualité de la formation. Vous entendrez jamais dire quelqu'un « Ah, moi, je suis diplômé d'Orsay. » Pourtant, j'ai une thèse d'Orsay. Mais on ne fait jamais référence à d'où est-ce que l'on vient. Donc ça, c'est un changement de mentalité. Et c'est un changement de mentalité fondamental qu'il faut que l'on pousse dans les universités et pas simplement l'administration, mais les enseignants. C'est leur responsabilité qui est en jeu. C'est l'avenir de l'université. Ensuite, que l'on fasse, quel que soit le modèle. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux anciens ? Il faut être clair. 1, parce que, et ça a été dit, c'est parce qu'on a besoin de stages pour placer les autres. 2, parce qu'aujourd'hui, on nous serre le kiki et qu'on n'a plus de financement. Donc il faut bien avoir du financement qui vienne des associations d'anciens, comme ça se pratique outre-Atlantique ou en Angleterre. Il faut être quand même pragmatique là-dessus. Et c'est bien parce que les étudiants sont fiers de l'image de leur université qui vont donner ici $10, là $100 et là $1 million. Parce que ce qu'ils sont, ils le doivent à l'université. Avant qu'on en soit là, il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Néanmoins, c'est dans cette direction-là qu'il faut travailler. C'est dans la direction de valorisation. On est des universitaires, oui, et aujourd'hui la ministre est en train de pousser l'idée des doctorants, y compris dans la haute administration. On est quand même le seul pays où et notre classe politique et nos hauts dirigeants d'entreprise ne sont pas issus n'ont pas de PhD. Enfin, c'est quand même complètement aberrant. Alors que partout ailleurs dans le monde, sauf dans quelques pays totalitaires, c'est le PhD qui est la clé d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formation complémentaire, mais c'est la clé d'entrée de la haute administration. On est quand même le seul pays dans lequel c'est pas comme ça. Et ça, c'est des choses dans lesquelles il faut qu'on milite pour, vis-à-vis des docteurs, vis-à-vis des doctorants, il faut quand même, et l'entreprise commence à s'apercevoir que le docteur apporte une autre vision. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la pensée unique exclusivement. Il est aussi un peu plus large et qu'il a une vision un peu différente, et pour les RH, et dans la recherche, et dans tous les domaines. Aujourd'hui, le docteur commence dans l'entreprise, mais c'est pas pour autant qu'il est dans des fonctions de dirigeant. Et c'est pas un manager, bah oui. Et pourtant,
les universités, elles ont plus de formation en management que l'ensemble des écoles. Mais c'est pas reconnu. Donc je crois qu'on a un travail sur la valeur que l'on a. On est universitaire et il faut en être fier. Et ça, c'est fondamental si on veut faire changer les mentalités dans notre pays. Et c'est vraiment le point clé sur lequel il faut vraiment qu'on travaille, parce que tout le reste va en découler. Bien sûr, les étudiants, ils sont contents de la formation. Quand ils ont du boulot derrière, bien sûr qu'ils sont contents. Mais ils n'imaginent pas que c'est grâce à l'université. Ils sont diplômés de l'université, ça leur a donné un boulot, ça leur a donné des positions qui sont intéressantes, et néanmoins, ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont appris à l'université. Et ça, c'est au niveau des enseignants et des instances dirigeantes. Parce que les instances dirigeantes sont aussi, paradoxalement, des enseignants. Et donc on est vraiment dans ce milieu-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental aujourd'hui. Je voulais juste commenter en perspective outre-Atlantique à dire que c'est vrai que Yale, c'est une université privée très, très hautement placée dans les rankings, mais il y a plein de grandes universités publiques rencontrera les étudiants à partir de 12h30 en salle 253 qui sont pas très hautes dans les rankings, qui en fait sont des universités des faut en principe il y a un dossier pour rentrer, mais pratiquement tout le monde peut y rentrer, et pourtant ils arrivent à un sens d'appartenance et de fierté. Et ça se construit, mais ça prend du temps. Donc c'est tout à fait possible. C'est pas juste parce que les universités passant des grandes écoles sont pas des grandes écoles, donc il va jamais y avoir une absence d'appartenance. C'est faux, mais ça se construit. Pour répondre au niveau des écoles doctorales, au niveau des docteurs, il faut souligner l'importance et les résultats aujourd'hui qui sont très positifs. Nous menons des enquêtes d'insertion professionnelle au niveau des docteurs. Nous organisons des ateliers, dans le cadre des ateliers Cap Emploi, pour apprendre aux docteurs à valoriser leur parcours, présenter et faire des simulations d'entretien. Donc tous ces résultats positifs, je pense que les docteurs vont prendre conscience et obtenir cette appartenance de l'université. Mais je crois que c'est à condition que ce projet soit porté au sein de la communauté en synergie avec les associations, les enseignants et tous les personnels de la communauté éducative. Ça, j'en suis convaincue. Je voudrais juste dire que Réseau Pro, c'est très bien que ça existe, mais c'est qu'une plateforme. C'est une première étape de mettre un community manager ou un administrateur de cette plateforme et de la faire vivre. C'est une première étape, c'est enclencher la pompe, comme tu l'as dit Sandrine. Mais on ne se passera pas d'événements réels entre les gens qui les intéressent et où ils peuvent s'impliquer. La plateforme, c'est un facilitateur. Mais derrière, la prochaine étape, c'est une vraie politique de l'établissement en faveur de ses anciens et du budget. Il y a une question aussi. Une question ? Oui. C'était une question qui n'a pas forcément de réponse précise. Si on monte simplement 7 ans en arrière et qu'on se pose la question de qu'est-ce qui reste de l'université une fois qu'on a passé son diplôme, même pas une adresse mail en fait. Donc c'est donc c'est vrai que c'est bien qu'il commence à y avoir des plateformes, mais on est encore vraiment au balbutiement de la prise en compte de l'identité numérique et du support qu'on peut avoir en ligne. C'est-à-dire les chercheurs vont avoir des publications qui sont d'ailleurs pas forcément sur les plateformes de l'université elle-même. Par contre, les étudiants n'ont absolument plus rien en sortant. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des pistes là-dedans, et c'est pour ça que sur les carnets, ça me semble une interaction intéressante, puisque les carnets offrent pour le coup une vitrine publique. Je ne sais pas s'il existe dans Réseau Pro par contre. Oui, il y aura quand même une vitrine au sein de Réseau Pro, c'est-à-dire qu'il y a eu le développement d'un CV avec une aide en ligne pour tous les étudiants, qui est importante.
Et cette CVTech est justement, faut qu'elle soit de qualité, puisque ça sera un attrait pour le portail entreprise, pour les entreprises qui, en frontal, auront toutes les universités du réseau, auront donc un vivier de candidats ou de potentiels de personnes à recruter. Plus la CVTech sera de qualité, et plus, parce que ces CV sont bien sûr visibles pour les entreprises partenaires. Donc c'est quand même une chose importante. Et aussi, bien sûr, ce qui va être un des développements, c'est aussi la visibilité sur l'étudiant. Il n'est pas simplement avec son CV universitaire ou c'est son profil tel qu'il est là, mais aussi il a maintenant des liens avec les plateformes, avec les réseaux sociaux professionnels. Et ça, c'est encore une partie à développer. Mais il faut que ce portail, le portail de l'insertion pro soit reconnu en tant que tel par l'étudiant. C'est ça, qu'il ait l'ensemble des informations qui concernent son insertion professionnelle, de l'aide, là où il va pouvoir trouver de l'aide, pouvoir trouver des ateliers, et aussi pouvoir communiquer ce qu'il a, sa vision, le communiquer aussi à ses réseaux sociaux professionnels, où il commencera vraiment vers le Master 2 et peut-être après des stages. Mais c'est vrai qu'il faut les inciter, et c'est vrai que aussi au sein des BAIP, on a peut-être un travail à faire sur l'identité numérique, comment aider ces étudiants à décrire correctement leur profil sur les réseaux sociaux professionnels. Mais tout ça, tous ces moyens, que ce soit réseau pro, tous les outils, c'est pour faciliter et aider l'étudiant ou le diplômé ou même l'ancien à trouver sa stratégie, à faciliter sa stratégie de recherche d'emploi. Voilà, c'est vraiment un des nombreux outils. Alors, pour répondre aussi un petit peu à votre question, ça évolue au niveau de l'adresse email de l'université. C'est quelque chose, les DSI de différentes universités évoluent. Chez nous, c'est quelque chose qui a évolué récemment. Moi, ça fait déjà un petit moment que je travaille sur la problématique de la réactivation des codes d'accès. Parce qu'une fois qu'ils sortent de l'université, pouf, les codes d'accès sont mis en sommeil. Donc voilà, alors c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec mon SI chez moi, et on a créé une application, comme Christiane vous l'a dit tout à l'heure, qui s'appelle Armada, et qui va permettre aux anciens diplômés qui n'ont pas de code d'accès, parce qu'à l'époque, Apogée, ça n'existait pas, de pouvoir quand même entrer dans des espaces numériques de l'université, parce que après tout, ils sont quand même diplômés de plein droit. Il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas rentrer, en l'occurrence, dans les carnets de Descartes. On parle beaucoup des étudiants, de leur sensibilisation, de leur mobilisation à ce niveau-là, mais quid des enseignants-chercheurs? On sait qu'ils sont quand même les premiers prescripteurs de l'action de l'investissement, et par ailleurs, on sait aussi que leur appartenance est toute relative aux universités. Ils se présentent avec leur labo de recherche, au mieux avec leur département, voire leurs composantes, mais en tout cas chez nous, rarement avec l'université. Donc qu'est-ce que vous faites auprès des enseignants-chercheurs pour les intégrer aussi dans cette dynamique? Oui, alors nous, à Descartes, ce qu'on a prévu, d'ailleurs j'ai déjà commencé à prendre langue un petit peu avec les enseignants-chercheurs, il y en a un certain nombre qui sont très motivés et qui gardent par devers eux des fichiers Excel où ils ont gardé tous leurs anciens diplômés, les gens avec qui ils ont collaboré, les personnes avec qui ils ont travaillé dans les labos, et puis ils me disent, Sandrine, on ne sait pas trop quoi faire de ce fichier Excel, de temps en temps je les contacte comme ça, mais bon, je ne sais pas trop quoi faire. Bon. Alors moi, ce que je leur ai proposé, pour ceux qui ont une dimension un petit peu, une action plus proactive, c'est de leur dire, écoutez, vous allez ouvrir un groupe. Je vous aide, vous ouvrez un groupe dans les carnets ou éventuellement dans Réseau Pro, dans le lieu numérique où ils se sentent le mieux. Et c'est quelque chose que l'on va travailler avec le service TIS. On va aller les voir individuellement, on va leur dire voilà, on vous propose ça et ça, et on est en appui. Vous avez besoin de nous, vous créez un groupe. C'est votre groupe, vous pouvez le fermer, nous on n'a rien à faire là-dedans. Et vous commencez à instaurer un dialogue avec vos anciens ou avec vos anciens collaborateurs. Et vous les invitez
au sein des carnets ou dans les groupes de réseau pro pour commencer à susciter un réseautage à ce niveau-là, quoi. Alors, excusez-moi. Hein. Il y a une autre problématique qui est que un certain nombre d'enseignants-chercheurs, une fois qu'ils ont quitté l'université, qu'ils vont dans d'autres labos, d'autres universités, perdent leur code d'accès. Donc là, ça devient aussi embêtant pour eux. Donc la manière dont moi j'ai résolu le problème, c'est je vais avoir la possibilité de leur donner au coup par coup des codes d'accès pour entrer dans les carnets, même s'ils sont plus sur dans notre université. Alors bien sûr, il faudra qu'ils montent pas de blanche, il faudra que ce ne soient pas des imposteurs, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc la problématique a été prise en compte. Pour répondre aussi par rapport à Paris Hydro, nous on a choisi de ne pas y aller en frontal, de ne pas imposer la plateforme, mais plutôt de trouver à l'intérieur de l'université, et notamment c'est assez identifiable au travers des associations de filières, quand elles sont motivées, c'est qu'en général il y a aussi des profs motivés dedans, de les accompagner, de leur dire gardez ce que vous faites, ce qui existe déjà, on ne vous demande pas de changer vos pratiques, mais vous pouvez être sur la plateforme et on se sert en fait de ces volontés pour faire vitrine, et on espère l'effet boule de neige en montrant que en étant sur Réseau Pro ça marche, les étudiants trouvent des stages, trouvent des jobs, trouvent des emplois, se fédèrent sur la plateforme mais également sur d'autres plateformes, rien n'empêche la complémentarité, mais quand même c'est bien qu'ils soient dessus, et nous on est là, on est un service aussi qui les aide, parce que au-delà de recevoir des offres de la plateforme entreprise, on peut aussi faire du sourcing, on peut aussi monter des ateliers, on peut aussi les accompagner, que ça soit une formation, une association, et donc on essaye de montrer le bon exemple, en espérant, et c'est ce qui se passe actuellement, que d'autres viendront et peut-être, quand il n'y a pas d'existant, choisiront Réseau Pro pour exister. Voilà. D'autres questions ? Est-ce que quelqu'un veut conclure ? Merci. Non, je pense que je dirais juste, je reviens sur le thème, que je pense que ce que les universités françaises essayent de faire en ce moment, c'est absolument essentiel. Et en revanche, ça va être très dur. Il ne faut pas perdre l'objectif vers la fin, en se perdant par des questions de court terme, de problèmes de budget, etc. Il faut chercher la créativité pour garder la vision en tête. Voilà. Merci. Voilà. Mais aussi. ça n'empêche pas de réseauter. Je vous remercie.